par les troupes coloniales. D'entrée de jeu, la guerre se livre simultanément à l'Est comme à l'Ouest. Les empires centraux d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie se battent sur deux fronts. À l'Ouest contre la France, la Belgique et l'Angleterre, à l'Est contre la Serbie et la Russie. Un peu plus tard, entreront dans la guerre du côté allemand la Turquie et la Bulgarie, et du côté allié, l'Italie et la Roumanie. Sur le front oriental, c'est encore la guerre de mouvement. Les Russes, qui ont pénétré en Prusse orientale à l'été 1914, sont défaits par les Allemands à la bataille de Tannenberg et refoulés loin à l'intérieur de leurs frontières. En revanche, ils prennent l'avantage sur les Autrichiens. Menés sur des milliers de kilomètres, les combats infligent des pertes très lourdes aux armées russes, essentiellement composées de paysans. À la fin de l'année, un tiers des soldats d'août 1914 étaient déjà morts ou blessés. Des trains sanitaires où l'on retrouve comme infirmières la fine fleur de l'aristocratie russe ramènent les blessés à des infirmeries mal équipées. Max Kleinmann fut blessé à la poitrine et évacué du champ de bataille dans l'un de ces trains. Je me suis réveillé le lendemain. J'avais perdu conscience. Je me suis senti revivre quand j'ai vu une jolie infirmière. Je l'ai appelée infirmière. Mais elle avait trop peur pour s'approcher de moi. J'étais couvert de vermine. Ce sont les infirmières qui devaient faire tout le sale boulot. Et elles n'étaient pas habituées à des conditions pareilles. Elles venaient toutes de familles aisées. C'étaient de jolies blondes, au teint pâle, qui portaient des bandeaux autour de la tête. Sur le front occidental aussi, les poux prolifèrent. On en tue 10, il en vient 100. Et les hommes, habitués à un minimum d'hygiène à domicile, trouvent démoralisant de s'épouiller des jours entiers. Quand on redescendait du front, il y avait ces grands bains de vapeur de l'armée. On y allait et on donnait toutes nos affaires. On prenait un bain chaud et quand on ressortait, on nous donnait d'autres vêtements. Ils étaient supposés être débarrassés des poux, mais généralement la vapeur ne tuait pas les œufs. Et autour des aisselles, où les poux pondaient, on arrachait les œufs. Et avec une cigarette ou un cigare, on les brûlait. Et ils explosaient. Ça brûlait un peu la chemise, mais ça n'était pas grave. Ça tuait les œufs et les poux, et on était tranquille pour un bout de temps. Jusqu'au moment où on y retournait. Et là, on se faisait de nouveau infester. Le courrier est censuré. Comment raconter à sa famille le froid glacial, la pluie qui noie les boyaux des tranchées et la vermine qui pullule? Le 17 septembre 1916. Ma chère maman, je suis en très bonne santé et j'espère que chez nous, tout le monde est de même. J'ai reçu mon petit colis hier, ça m'a fait plaisir car en ce moment-là, on la sort un peu. Pour ici,
c'est toujours pareil. Ça chie en ce moment, mais pas trop sur nous. Donne le bonjour à tout le monde. Pour moi, je ne vais pas t'en dire plus long, car je n'ai pas le temps. En attendant le plaisir d'avoir des nouvelles, je t'embrasse bien fort, ainsi que Louise. Ton fils qui prend bien à toi. Marcel. Le soldat des tranchées devient le poilu. Son courage et sa ténacité en font un nouveau héros national. On instaure même les 25 et 26 décembre une journée du poilu. Mais celui-ci, lorsque des permissions trop rares lui permettent de quitter le front, songe d'abord à se distraire. Même si les cafés ferment à 20 h, ils sont remplis de permissionnaires, parfois au bras de leur marraine de guerre. Cette gaieté d'un soir s'efface vite, car la guerre s'est installée à l'arrière. Dans les villes, les femmes fabriquent des munitions à l'usine ou façonnent les casques qui ont remplacé le képi. Ce sont elles qui assurent le succès de l'organisation industrielle de la guerre. Elles s'improvisent aussi cheminots ou mécaniciens. Au besoin, elles font marcher les rares lignes de tramway encore en service. Ces femmes, après avoir occupé pendant des mois des emplois jadis réservés aux hommes, revendiqueront et la reconnaissance politique avec le droit de vote et l'émancipation sociale. Tout est rationné, la nourriture, le gaz, l'électricité. On donne aux enfants de la viande frigorifiée, contrôlée par les services municipaux. Les denrées alimentaires sont taxées dès 1916, comme l'essence ou les engrais. Car à la campagne aussi, l'effort est terrible. Là aussi, les hommes sont remplacés par les femmes. Seuls restent les vieux et les blessés qui, véritable révolution, travaillent sous la direction des femmes. Ils moissonnent, récoltent et vendangent avec un objectif, alimenter les poilus. Seule nouvelle du front, le communiqué des autorités militaires, la lettre qui donne la mesure de l'effort et de l'épuisement des hommes. Enfin, moment terrible et redouté, la visite du maire qui vient annoncer le décès d'un fils ou d'un mari. Angoisse et courage mêlés. Tel est aussi le lot de ces familles mobilisées dans une si longue guerre. Chaque fois que les états-majors engagent une offensive pour rompre le front, les pertes sont considérables. De part et d'autre, les généraux rêvent de la percée qui ramènerait la guerre de mouvement. Ainsi, en 1916, les Britanniques mettent sur pied une opération qui doit concentrer la plus grande puissance de feu possible sur un secteur du front allemand. On choisit la Somme. 1,5 million d'obus sont stockés en prévision de l'offensive. Les obus à fragmentation lacéreraient les chairs pour faire le maximum de dégâts. D'autres, à haute puissance explosive, détruiraient les bunkers allemands.
7 jours d'affilée, l'artillerie britannique écrase les tranchées allemandes. Des troupes fraîches attendaient pour se ruer par des brèches dans les positions retranchées de l'ennemi. Le grondement du bombardement est entendu jusqu'en Angleterre. Un général anglais avait sentencieusement affirmé « Il s'agit tout simplement de tuer assez de Boches ». Pour régler les tirs d'artillerie, on expédie des avions afin de reconnaître les positions ennemies. Au début, dépourvus de toute liaison radio, les aviateurs laissent tomber les messages sur leur batterie. Après que 20 000 tonnes d'obus se soient abattues sur les positions allemandes, l'infanterie anglaise se prépare à attaquer, convaincue qu'elle ne rencontrera pas âme qui vive. On aurait même dit à un bataillon « Vous pouvez y aller l'arme à la bretelle, la pipe à la bouche et attendre le prochain village sans rencontrer le moindre Allemand. » Dès la levée du barrage, les fantassins se ruent à l'assaut. « 100 000 hommes sont engagés, mais le bombardement était loin d'avoir atteint ses objectifs. Les Allemands surgissent de leurs tranchées et fauchent comme à plaisir les premières vagues. Un mitrailleur se rappelle. Nous fûmes surpris de les voir arriver presque au pas. Nous n'avions qu'à tirer et à recharger. Ce n'était même pas la peine de viser, on tirait dans le tas. Walter Eyre, lui, a réussi à arriver jusqu'aux lignes adverses. J'ai continué. Je suis arrivé aux barbelés allemands. Je les ai traversés et j'ai sauté dans la tranchée allemande. Nous sommes restés là toute la journée et la nuit suivante, sans nourriture, sans eau. On commençait même à manquer de munitions. Mais un gars du quartier général s'est approché de nous et a dit « J'ai des ordres pour vous, débrouillez-vous pour retourner à la tranchée que vous avez quittée. » Et je me suis retrouvé à mon point de départ. Je crois qu'il y a eu quelques 230 morts et on n'a pas gagné 1 mètre de terrain. J'avais perdu plein de copains pour rien. Je trouvais ça tellement idiot. Au soir du premier jour, on relève 20 000 tués et 40 000 blessés du côté anglais. Cela ne décourage nullement l'état-major qui continue à ordonner des offensives pendant 3 mois, alors qu'il était devenu évident qu'une percée était impossible. Les combattants avaient plus que des doutes sur les capacités de leur chef. Le problème, c'est que les gens qui donnaient les ordres de ces attaques étaient dans un château, 15 km derrière les lignes. Ils n'avaient jamais été dans les tranchées. Ils ne savaient pas dans quelles conditions on vivait. Le haut commandement allemand décide de contre-attaquer, c'est au tour des soldats allemands de s'épuiser dans des assauts stériles. Quand je sortais de la tranchée avec mes camarades, la peur disparaissait. On pensait que c'était notre devoir d'avancer avec les autres, de ne pas les laisser tomber. On avait peur que quand on entendait les mortiers ennemis siffler en passant près de nous. Et là, sans penser à rien, automatiquement, on se jetait à terre. Unbewusst wirft man sich auf die Erde. Même la science est mobilisée pour porter à son comble la cruauté de la guerre. Les gaz asphyxiants furent utilisés à Ypres par les Allemands. Français et Anglais suivent.
Du coup, les artilleurs portent des masques pour charger les pièces, après s'être assurés que le vent souffle dans la bonne direction. On a entendu un bombardement terrible. Et soudain, ce gaz m'a pris à la gorge. J'ai pensé, mon Dieu, du gaz. Je n'avais qu'une envie, prendre mes jambes à mon cou et décamper, essayer d'échapper à ce nuage de gaz insidieux qui rampait lentement sur le sol. On le voyait, il avançait juste au-dessus du sol. Et le temps d'y penser, cet horrible gaz est entré dans ma gorge et mes poumons. Les gaz au phosphore font sentir leurs effets progressivement. Ce sont d'abord les yeux et la gorge. Puis les poumons sont atteints et on met 48 heures à mourir. Les poumons brûlés à petit feu. Mais c'était encore les bombardements qui faisaient le plus de dégâts. Les obus explosifs envoyaient des morceaux de métal de 20 ou 25 cm de long au bord dentelé qui n'avaient aucun mal à couper la tête, la jambe ou le bras d'un homme, ni à ouvrir un thorax. Ils ont causé d'horribles blessures. Ted Smoot était brancardier et évacuait ses blessés du champ de bataille. Il n'y avait pas d'analgésique comme on en connaît de nos jours. Ça n'existait pas. On utilisait le chloroforme que pour opérer les blessés les plus gravement atteints. Les autres, il fallait qu'ils supportent. J'ai vu un homme qui avait l'estomac entièrement ouvert. Le docteur a pris les intestins et l'estomac, les a sortis, a mis du coton sur le fond et a replacé le tout. Il essayait de le soulager, mais il est mort. Il n'y avait aucun espoir. Les blessés qui survivent au transport interminable depuis les premières lignes sont soignés à l'arrière. La salle d'opération ouvre à 8h30 du matin, écrit un chirurgien français. Et 4 tables fonctionnent en permanence jusqu'à 1h du matin. Nous avons fait 273 opérations en 4 jours. Une infirmière française se souvient en particulier d'un blessé anglais. Et depuis 2 jours, il est mourant et il attend sa mère. Bon. Alors j'étais à côté de ce garçon, moi il m'avait absolument bouleversé, et c'est terrible. Et il a senti qu'il y avait quelqu'un à côté de lui. Et alors il tendait ses pauvres mains. Alors je lui ai pris les mains, et puis là je ne sais pas ce qui m'a pris, surtout de la part d'un enfant, mais j'avais été bouleversée. Et je me suis dit, il attend sa mère, eh bien, je vais lui donner le baiser qu'il attend. Et je l'ai embrassé. Et je ne peux pas en parler sans encore être toute bouleversée. Et je n'ai jamais eu l'idée de demander le nom de ce garçon, je n'ai jamais su, mais je ne l'ai jamais oublié. Je l'ai embrassé et il est mort. Devant l'horreur des combats, les hommes cherchent naturellement un secours spirituel. Dans chaque camp, les aumôniers assurent les combattants que Dieu est de leur côté. Ils bénissent les soldats avant chaque offensive. Au chemin des Dames, on peut encore voir les restes d'une chapelle aménagée par les soldats dans les grottes où ils étaient cantonnés.
Les marches conduisent à la première ligne. C'est encore en 1916 qu'a lieu la plus grande bataille de toute cette guerre. Verdun. Les Allemands avaient choisi d'y faire porter leurs efforts pour saigner l'armée française. Puisqu'ils n'arrivaient pas à percer le front, ils auraient les Français à l'usure. Falkenhayn, le commandant en chef allemand, a concentré 1200 canons sur un front qui ne dépasse pas 12 km. Le commandant français décide de défendre Verdun coûte que coûte pour le symbole, même si la position est délicate à tenir. Toutes les unités de l'armée française à tour de rôle viendront défendre Verdun, acheminées le long de la voie sacrée au milieu d'une noria de camions, jour et nuit. Chaque pouce de terrain est pris et repris. Pendant des mois, c'est un gigantesque corps à corps où les deux armées perdent 500 000 hommes, auxquels s'ajoutent 200 000 blessés. Les Allemands, n'ayant en effet pu venir à bout de la résistance des Français, c'est à leur tour d'être saignés. Le sous-lieutenant Ernest Wekerling se retrouva cloué au sol dans un cratère d'obus lors d'un bombardement français. C'était l'enfer. L'air était plein des fumées des tirs français. Le cratère dans lequel je me trouvais était si profond qu'aucun souffle d'air ne pouvait dissiper la fumée. L'air était si irrespirable qu'on avait la gorge sèche. On avait soif. On étouffait presque. La bataille est si intense qu'on ne peut même pas enterrer les morts. Alors les rats, ils rentraient dans le vêtement du... ils mangeaient déjà les lèvres et puis le nez. Alors, au bout de quelques jours, un cadavre, il vient noir. On croyait que c'était des nègres, mais non, c'était des pauvres types que les rats avaient bouffé leurs lèvres et puis ils étaient noirs. Alors on croyait que c'était... Il n'y avait plus de lèvres, plus de nez. Puis alors après, ils rentraient dans les capotes, ils mangeaient... il y avait des rats comme ça. Je devais ramasser ce qui se trouvait sur les cadavres, dans les poches des vestes et des pantalons. Je devais trouver les plaques d'identité sur leur poitrine et les enlever. Parfois, j'avais l'impression d'être un boucher à fouiller dans tout ce sang. Il y avait des cadavres dont le torse avait été aplati par les mortiers, avec des lambeaux de chair dans tous les sens. Verdun fut le sommet de l'héroïsme militaire et des horreurs de la guerre. Dix mois plus tard, la ligne du front n'a pas changé d'un pouce. Tant de cadavres accumulés par la bataille la plus meurtrière de l'histoire pour se retrouver finalement sur les mêmes positions. Mais Verdun laisse une trace indélébile dans la mémoire de tous. Alors, on choisissait de sauter de l'un à l'autre. Alors, je vous dis, on sautait plutôt sur le dos. Parce que si on marchait sur un ventre, le pied, il rentrait dedans, c'était affreux. Alors, on sautait sur le dos de l'un à l'autre, comme ça. Si on marchait sur la terre, on avait de la boue jusqu'au mollet. C'était terrible.
C'est de voir ces pauvres plats qui étaient allongés là. Puis on voyait des morts. Hein. À Verdun, plus que partout ailleurs, la fréquentation quotidienne de la mort, sa banalité et son horreur furent l'expérience tragique de la guerre. Toute la région n'était que boue. Elle était criblée de trous d'obus. Il n'y avait pas un endroit intact. À perte de vue, ce n'était qu'une friche désolée. Il n'y a rien de pire. Je ne saurais pas à quoi comparer ça. Les blessés allongés dans la boue, qui s'enfonçaient dans la boue, qui ne pouvaient pas en sortir, et nous qui ne pouvions pas les en sortir. Ça arrivait très souvent. Beaucoup d'hommes se sont noyés dans la boue, à Passchendaele. La prolongation de ce cauchemar finit par saper la discipline des armées. Certains tentent même de rentrer chez eux. Des Anglais volontaires en 1914 préfèrent risquer 5 ans de prison pour désertion à un nouvel hiver sur le front. J'ai vu un des gars du bataillon allongé en haut du parapet avec les jambes dressées en l'air. Je lui dis « À quoi tu joues ?» Il me répond « J'essaie de me faire blesser aux jambes. Les mitrailleuses n'arrêtent pas. Ça tire aussi au fusil. Et je me suis dit que si je recevais une balle, je rentrerais à Blighty, c'est-à-dire en Angleterre. J'en peux plus, je suis complètement au bout du rouleau. Je suis fichu. » Je lui dis « On est tous comme ça. » Il dit « Non, ce n'est pas vrai. » Je lui dis « Si, on est tous pareils, mais on a un boulot à faire et il faut qu'on le fasse. » En fait, les soldats n'acceptent plus d'être considérés comme de la vulgaire chair à canon. En particulier, les soldats français qui avaient supporté à l'Ouest le poids principal de la guerre se révoltent contre les offensives inutiles. Ils déclarent « Nous sommes des hommes et non pas des bêtes qu'on envoie à l'abattoir ». Ils ont le sentiment d'aller au massacre organisé 1000 jours après le début du conflit. Au printemps 1917, pendant plusieurs semaines, la moitié des divisions, plus de 300 000 hommes, refusent de monter au front. Le commandement français, sous la houlette du général Pétain, décide de changer de tactique. Il renonce aux attaques pour la seule gloriole du communiqué. On améliore l'ordinaire, on aménage des permissions régulières. Autant de mesures individuelles qui forgent l'attachement des combattants à Pétain, celui qui comprend leur sort. Les mutineries s'apaisent. Au total, il n'y a que 49 mutins fusillés. « 1917, c'est aussi et enfin l'entrée en guerre et l'arrivée des Américains. 4 millions de jeunes soldats sont rapidement recrutés et entraînés. Pour la plupart, ravis de partir, comme Albert Powys. J'aimais l'Amérique. Je devais être patriote parce qu'à chaque fois que j'entendais la fanfare jouer une belle marche, j'avais des frissons dans le dos. Le gouvernement américain a un slogan. Les États-Unis entrent en guerre pour défendre la démocratie. Je n'avais jamais entendu parler de démocratie. Je n'ai jamais su pourquoi je me battais. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais l'uniforme et que je voulais être dans l'armée. Les soldats américains n'ont aucune idée de ce qui les attend. En quittant New York, comme leurs cousins européens, ils sont sûrs de rentrer bientôt au pays. On voyait la statue de la liberté au loin. Et on avait des comiques sur le bateau. Il y en a un qui a dit « Vous avez vu la statue ?» On a répondu non. Elle a dit « Tu l'as dans le cul ». Ça veut dire que tu ne reviendras jamais. T'es mort.
La machine de guerre industrielle américaine mit un an avant de tourner à plein régime. D'emblée, la flotte contrecarre la guerre sous-marine allemande et livre en masse le nerf de la guerre, des armes et de la nourriture. Mais c'est trop tard pour sauver du désastre les troupes russes. « 2 millions de morts, au moins autant de victimes de la famine et la révolution contraignent le tsar à abdiquer en mars 1917. Quant aux soldats, ils souhaitent autant la fin de la guerre que l'assouplissement de la discipline. D'où le soutien qu'ils apportent à Lénine quand celui-ci se fait le champion de la paix immédiate. Surtout après l'offensive allemande de juillet qui a achevé de disloquer l'armée russe. J'ai quitté le front, mais je n'étais pas le seul. Tout le monde partait. Rien ne pouvait nous retenir. L'armée s'était complètement désintégrée. Les officiers avaient peur. Tout le monde en avait assez de la guerre. Et tout le monde désertait. À l'été 1918, le rapport de force a définitivement basculé en faveur des Alliés grâce aux tanks et aux millions d'Américains engagés sur le front. Les dernières offensives allemandes se brisent une nouvelle fois sur la Marne et le chemin des Dames. L'Empire n'a plus les moyens ni l'énergie de poursuivre la guerre. Le Kaiser Guillaume II abdique. Un gouvernement civil cherche à négocier un armistice qui préserverait le territoire. Pendant ce temps, les militaires, Hindenburg en tête, commencent à prétendre qu'ils ont été trahis par l'arrière et non pas vaincus. Lorsque sonne le clairon de l'armistice, on est loin des élans de l'été 1914. Au moins 9 millions d'Européens sont morts dans cette guerre industrialisée, implacable par son caractère mécanique. 4 empires ont disparu de la carte, allemands, russes, ottomans et austro-hongrois. Personne ne sait quels régimes s'installeront sur leurs ruines. Les démocraties victorieuses veulent croire à une après-guerre radieuse, même si elles ont peur d'avoir laissé dans la boucherie de 14-18 leurs illusions. En 1917, la Russie est le dernier des empires absolus. Le tsar autocrate Nicolas II règne sur 170 millions de sujets.
d'une constitution en 1905 n'a entamé ni son pouvoir, ni son aura. La guerre et ses revers dévoilent les lézardes du régime. Elles compromettent son avenir. Après 3 ans de combat, la Russie est désorganisée. Les Allemands ont largement pénétré sur le territoire et dans les armées russes. C'est le début de la débandade. À l'arrière, la population souffre de la faim. Les ouvriers se mettent en grève à Saint-Pétersbourg. En février, éclate une première révolution. Le tsar abdique. Un gouvernement provisoire avec à sa tête le socialiste Kerensky est constitué. La révolution est en marche. Les Russes peuvent alors penser qu'ils sont enfin libres. Dans l'exaltation révolutionnaire, les soldats qui ont participé à la chute du tsar fraternisent avec les ouvriers. Ils créent les premiers soviets. Chacun attend les élections générales. L'Assemblée élue choisira les institutions. Mais Lénine, le chef du parti bolchevique qui compte moins de 100 000 adhérents, rêve d'un changement radical. Pour gagner le soutien des masses, il affiche comme programme la paix, la terre aux paysans et le pouvoir aux travailleurs. En octobre, les bolcheviks jugent que la situation est révolutionnaire et décident de s'emparer du pouvoir. Au nombre des partisans de Lénine, il y avait un jeune poète, Alexandre Briansky. Ô peuple, soulève-toi, descends dans la rue, prends ton marteau et forge le bonheur du monde. Tu as assez plié les chines. Va de l'avant, radieux et triomphant. Le 25 octobre, les bolcheviks marchent sur le palais d'hiver, siège du gouvernement provisoire. Briansky était parmi eux. Sur les conseils de Lénine, les marins se sont fait passer pour des domestiques du palais et sont entrés par les portes de derrière, par les toits, par les greniers, etc. Les marins du croiseur Aurore attendaient l'ordre de donner le signal d'assaut. Ensuite, la lanterne s'est allumée, une salve a été tirée, tout le monde s'est précipité en criant « Hurrah !» et a escaladé les grilles pour entrer dans le palais. Moi, je courais devant. Nous avons monté l'escalier et dans la grande salle, nous sommes tombés nez à nez avec les Junkers armés de fusils. J'ai hurlé « Jetez les armes !» et ils ont aussitôt obtempéré. Ils avaient vu la foule en furie. La prise du palais d'hiver entrera dans la légende. Les bolcheviks demanderont au plus talentueux de leurs cinéastes, Sergei Eisenstein, d'en réaliser une reconstitution fortement dramatisée. En fait, la résistance fut très faible. Il y eut 5 tués seulement. Mais le film contribuera à fonder le mythe de la révolution russe en dramatisant la façon dont les ouvriers s'étaient emparés du pouvoir. Le soir même, Lénine s'adresse aux soviets.
Il leur expose sa vision de la révolution. La Russie ouvre un nouveau chapitre qui conduira à la victoire du socialisme. Désormais, ce sont les masses opprimées qui formeront le gouvernement. À l'extérieur, beaucoup s'inquiètent de ce que sera le gouvernement bolchevique. Mais pour l'instant, l'heure est à l'enthousiasme et à l'espérance. Je pensais que la Russie allait prendre une nouvelle voie, que le pouvoir allait appartenir au peuple, grâce aux soviets des députés, ouvriers et soldats. C'est-à-dire que tous ceux qui travaillaient dans les bureaux ou ailleurs allaient être libres, libérés de toute exploitation. Ce qui me plaisait, c'est que cette théorie promettait l'avènement d'une société heureuse et sans classe, dans laquelle tous profiteraient des richesses qu'elle produirait. Qu'est-ce qui m'attirait? La justice, l'égalité, l'idée d'une société qui agisse pour l'homme. Les bolcheviks décident de redonner à Moscou le titre de capitale. Surtout, ils achètent la paix avec l'Allemagne au prix de la perte de provinces entières. Et ils entérinent la rupture avec le passé en faisant exécuter le tsar et la famille impériale. Ils projettent aussi de propager la révolution au monde entier. Ils adressent un message clair aux ouvriers de tous les pays. Si le prolétariat suit l'exemple russe, il pourra chasser les rois et les capitalistes et édifier un monde qui, enfin, ne connaîtra plus la guerre. Le message est accueilli en France avec enthousiasme. La Révolution d'octobre, fille de la Révolution française, soulève l'espérance du mouvement ouvrier. Au congrès de Tours, à la Noël 1920, une large majorité du Parti socialiste rejoint l'Internationale communiste. Les plus enthousiastes, comme les Suisses Jules et Jenny Humbert-Droz, deviennent les missionnaires de la révolution prolétarienne. Mon mari appréciait chez Lénine d'abord son étude de la situation du mouvement international, du mouvement ouvrier international, et le sérieux avec lequel il procédait, et ensuite les déductions qu'il en faisait pour l'action, c'est-à-dire la tactique, la manière de travailler, et la ligne politique à suivre pour arriver à réaliser le mieux possible l'objectif que l'on s'était fixé pour faire triompher le mouvement ouvrier international. Même des pays qui avaient des partis communistes embryonnaires, tels l'Angleterre, envoient des délégués à Moscou. Harry Young était du nombre. Et Zinoviev, qui présidait, a annoncé que Lénine allait parler. On aurait pu entendre une mouche voler. Silence de mort dans une salle immense. 3000 personnes venues du monde entier. Et un petit homme, à peine plus grand que moi, aux traits mongols, un peu plus large d'épaules, complètement chauve, quelques poils, ici. Il s'est levé, il s'est penché à la tribune et leur a dit leurs 4 vérités. Je pensais qu'il avait tout préparé pour la révolution mondiale et que le parti bolchevique allait la faire triompher, que l'Allemagne, puis la France et l'Italie allaient suivre. Dans l'effervescence qui suit la fin de la guerre, des minorités socialistes provoquent simultanément des mouvements révolutionnaires. Les deux plus importants affectent des pays vaincus, l'Allemagne et la Hongrie. À Berlin, le mouvement spartakiste est écrasé par l'armée et ses chefs. Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg sont assassinés. À Munich, la République des conseils ne dure que quelques semaines.
En Hongrie, un homme providentiel, Béla Kun, instaure une république des soviets. 100 jours plus tard, elle succombe sous les coups de l'armée roumaine qui a envahi le pays. Au milieu de 1919, le rêve d'une révolution mondiale est renvoyé à des jours meilleurs. La situation du gouvernement bolchevique n'est guère plus brillante. Il doit lutter pour sa survie dans une guerre civile qui durera 3 ans contre les armées blanches, aidées par les gouvernements étrangers. En 1921, les bolcheviks sont victorieux. Mais à quel prix? Lénine et les siens ont instauré un régime de terreur policière. Celle-ci s'exerce autant contre les autres partis de gauche que contre la réaction. Au premier plan de celle-ci, l'Église. Lénine y voit un symbole de l'ancienne Russie, de l'ordre ancien, et l'ennemi direct du matérialisme athée. Les bolcheviks déclenchent une persécution en règle. On détruit les églises, on chasse les popes, on ferme les lieux de culte, on oblige les prêtres à abjurer. Israël Tchernyski était de ces activistes communistes qui faisaient la chasse aux prêtres en Ukraine. Un prêtre est venu, a enlevé sa soutane et l'a posée sur la table. Ils avaient appelé un coiffeur qui lui a coupé les cheveux. Ensuite, il a déclaré que Dieu n'existait pas, qu'il nous avait menti. Il y avait des paysans dans la salle qui criaient « Quoi, on t'a construit une maison et maintenant tu dis que Dieu n'existe pas ?» La guerre civile terminée, le parti bolchevique, qui se fait appeler désormais Parti communiste, entreprend de conquérir les masses. Il utilise à cette fin tous les ressorts de la propagande, n'hésitant pas à faire parcourir le pays à des trains spéciaux. Là, les Russes découvrent la mise en scène de la politique et de l'avenir radieux qu'on leur promet. Le pays se couvre d'affiches exprimant les idéaux du marxisme, revus et corrigés par Lénine à partir de l'idée de la lutte des classes. Jadis, les capitalistes exploitaient les malheureux travailleurs. Le temps est venu de la dictature du prolétariat. Dans les usines, les délégués du personnel sont aux commandes. L'idée du profit est abandonnée. Les fruits de la croissance iront aux hôpitaux, aux logements et aux écoles. Il incombe au parti et à ses militants de guider le peuple vers cet avenir. Mikhail Minlin travaillait alors dans une usine à Moscou. Pas besoin d'employer des mots particuliers pour convaincre les gens. On n'allait pas leur raconter la théorie de la construction du communisme. On donnait simplement l'exemple. C'était ça notre méthode, aussi bien avec les pionniers que les komsomols ou à l'usine, pour qu'ils disent « ça, c'est certainement un communiste ». Pourquoi ? Regarde comme il travaille bien. Mais la Russie est encore paysanne à 80%. Enfin, les terres sont partagées, les grands propriétaires dépouillés et la réforme agraire entamée. Le niveau de vie moyen reste encore loin derrière les voisins européens. Beaucoup de Russes sont illettrés.
C'est pourquoi, en 1920, le gouvernement décrète que tous les citoyens doivent apprendre à lire. Des brigades de jeunes activistes sillonnent la campagne. Nous autres, les jeunes, on recensait tous les analphabètes. On allait de maison en maison, on cherchait ceux qui ne savaient pas lire. Puis on faisait des listes. On trouvait un local et on y organisait des cours. Apprendre à écrire ouvrait encore les meilleures chances à ceux qui étaient jusque-là cantonnés au bas de la société. Ainsi, Anastasia Denisova aide une jeune femme qui ne peut suivre les cours parce qu'elle garde son bébé à demeure. J'ai dit, tiens, voilà un manuel. Tu étudies toute seule et je passerai te voir de temps en temps. Et elle, je me souviens, quand son bébé pleurait, elle le prenait sur un bras et elle le berçait. Et de l'autre main, elle écrivait. Elle avait tellement envie d'apprendre. Je ne l'oublierai jamais. Elle avait une énorme soif, pas tant de connaissances que d'instruction. La société russe a grand besoin d'ingénieurs et de techniciens. Leur formation est développée et les communistes proclament l'égalité révolutionnaire de salaire entre les hommes et les femmes. Elia Chistier était de cette nouvelle génération. Quand Lénine a dit que le pays avait besoin d'électricité et que le communisme, c'était le pouvoir soviétique plus l'électrification, j'ai décidé de devenir ingénieur électricien. C'était ça mon devoir. Et pas seulement d'être ingénieur. Ce que je voulais, c'était construire des centrales électriques. C'était ça que je devais faire et j'y suis arrivée. Ça m'a donné le droit de me sentir égale aux hommes et de travailler et d'étudier comme je l'entendais. De fait, les années 1920 voient une sorte de floraison culturelle. La poésie, le cinéma, l'architecture et la musique rompent avec le style classique. Les artistes empruntent de nouvelles voies l'espace d'un printemps de l'esprit. De ce printemps-là, les citoyens en voient peu le bénéfice. Lénine a forgé un parti, imposé une idéologie d'État et instauré un système de contrôle sur l'ensemble de la société. Tout ceci survivra à sa mort en 1924. Il reste à Joseph Staline, son successeur proclamé, à achever la construction du socialisme dans un pays qui vit encore à l'heure de la campagne. Staline entend faire de l'Union soviétique une puissance industrielle de premier plan. Il privilégie l'industrie lourde aux dépens des industries de consommation, autant pour édifier le socialisme que pour se protéger. En 1928, il lance un premier plan quinquennal qui fixe des objectifs ambitieux, souvent irréalistes, et définit des normes pour les travailleurs. Tatiana Fedorova, l'une des ouvrières citées en exemple à ses compagnons, garde le souvenir de l'élan industriel qui saisit le pays. И вот за эту радость, за то счастье, которое мы сейчас вот имеем, хотелось бы сказать от всей молодежи большое спасибо нашей партии, нашему родному товарищу Сталину. Staline décidait qu'il fallait construire ceci ou cela. Nous, on croyait en lui.
C'est l'enthousiasme des jeunes qui a permis de construire ce pays où on s'éclairait à la bougie, où on ne savait pas lire et où on portait des chaussons de paille tressés. Même encore aujourd'hui, pour moi, c'est un véritable conte de fées. Comment a-t-on pu réussir, à cette époque si difficile, à redresser le pays, à réaliser de si grands travaux? Ça n'a été possible que parce que le peuple était uni et parce qu'il aimait Staline. C'était notre idole. Devant l'ampleur de la tâche, les travailleurs par millions sont déplacés à travers le pays comme des pions pour exécuter les directives du plan. Des dizaines de milliers franchissent l'Oural pour participer en Sibérie à la construction de gigantesques aciéries. Ils se voient comme les pionniers d'un âge industriel. Valentina Mikova et Mikhail Arkhipov gardent de ces années-là le souvenir de la période la plus exaltante de leur existence. Il n'y avait qu'une pelleteuse et elle marchait mal. Alors on a tout creusé nous-mêmes. Le premier prenait la terre et l'envoyait dans le creux d'à côté. Le deuxième l'envoyait dans le creux d'après. Le troisième dans celui d'encore après, et ainsi de suite. Il y en avait 6. La terre était déblayée comme ça. Et puis des camions venaient la chercher. Magnitogorsk est la copie conforme de ce qui se faisait en Amérique. À côté des volontaires, il y a des milliers de travailleurs forcés. Les uns et les autres vivent dans des conditions effroyables. Tous les lits se trouvaient dans une grande chambre où vivaient entre 150 et 200 personnes avec leurs familles. Il y avait une cuisine commune. Les toilettes étaient dehors, une simple cabane en bois. On devait aussi aller chercher l'eau. À un moment, il fallait des tickets de rationnement pour en avoir. C'était sans doute le fait de partager toutes ces difficultés qui nous soudaient, nous, les premiers constructeurs. À cette époque, tous ceux qui travaillaient sur le chantier de Magnitogorsk avaient un état d'esprit soviétique. C'est-à-dire qu'on considérait que tout nous appartenait, qu'on travaillait pour nous-mêmes. La coïncidence entre cette gigantesque mise en chantier et la crise qui frappe les économies occidentales joue dans l'opinion en faveur du communisme. À l'Ouest, beaucoup d'ouvriers, et surtout les chômeurs, voient dans l'Union soviétique la patrie des travailleurs, même aux États-Unis. Je suis devenu communiste à cause de tout ce que j'ai vu aux États-Unis. La misère, les enfants qui allaient au lit le ventre vide, il y avait une grande pauvreté, sans aucune raison. Nous étions le pays le plus riche du monde, et je voyais les communistes manifester et essayer de faire quelque chose. Et finalement, j'ai adhéré au parti. Je considérais ce qui se passait en Union soviétique à l'époque où j'ai adhéré au parti comme une grande expérience. À bien y réfléchir, quel est le but du socialisme? C'est de mettre fin à l'exploitation, aux guerres, de construire un système basé sur la coopération et non sur la confrontation. C'est d'en terminer avec une société où il y a des gens d'une extrême richesse et d'autres d'une extrême pauvreté. L'écrivain britannique George Bernard Shaw est conquis par l'industrie à la soviétique qu'il visite en compagnie de Lady Astor. Il écrit même sur le livre d'or de son hôtel « Demain, je quitte cette terre d'espoir pour rentrer dans nos contrées occidentales où règne le désespoir. » Rentré dans son pays, Shaw se porte alors garant que l'on avait calomnié la Russie bolchevique. We have rebuked her ungodliness, and now the sun shines on Russia as on a country with which God is well pleased, whilst his wrath is heavy on us, and we don't know where to turn for comfort or approval. Pour les intellectuels, la situation économique compte moins que la solidarité avec la classe ouvrière et la volonté d'élever une digue contre la menace des régimes fascistes.
En France, écrivains et artistes participent au Congrès pour la défense de la culture, sorte de grand-messe antifasciste. À Moscou, tous les moyens de la propagande sont mis au service d'un véritable culte de Staline. Il est à la fois le génie de la nation, le père des peuples et le fondateur de la patrie des travailleurs. Ce qui ne l'empêche pas d'être impitoyable pour tout rival. Staline exige une obéissance de chaque instant. Dès le début, mon mari n'a ressenti aucune sympathie pour Staline et sa manière d'agir. Il a vu en lui l'homme rusé, manœuvrier, celui qui voulait accaparer et s'imposer par des procédés qui n'étaient pas toujours corrects. Il ne le considérait pas comme très intelligent. Il restait à Staline à régler le problème paysan. L'agriculture soviétique accuse en effet un retard considérable. Les techniques sont arriérées, la population des villes crève de faim et il faut résoudre la question de la propriété des terres. Staline décide donc de collectiviser les campagnes, brisant l'attachement ancestral des paysans à la propriété. Il déclenche une vaste opération contre les paysans aisés, appelée koulak, affirmant « les koulaks doivent être liquidés en tant que classe ». Nous sommes entrés dans la maison. Notre commission devait comprendre 5 ou 6 personnes. Et le secrétaire du parti qui la présidait a déclaré « Par décision de l'Assemblée générale de notre localité, vous devez être dékoulakisés. Posez tous vos objets de valeur sur la table. Je vous préviens, pas de crise d'hystérie. On a les nerfs solides et on tiendra. Il y en a peut-être une qui a pleuré, qui a maudit le pouvoir. » Les koulaks sont expropriés, arrêtés. Plus de 3 millions d'entre eux mourront dans des camps. L'État fait main basse sur toutes les terres. L'heure de la collectivisation a sonné. Kolkhoz et sovkhoz s'installent. Mais les paysans n'en veulent à aucun prix. Ils préfèrent abattre leur bétail plutôt que de le livrer à l'administration. Aussi l'État s'empare des récoltes par surcroît. C'est une effroyable famine. En 5 ans, quelques 7 millions de Russes et d'Ukrainiens mourront de faim. Tout cela est soigneusement caché aux visiteurs émerveillés accourus de l'Ouest. Pelagaya Ovtchenko échappa, elle, de justesse à la mort. Ils sont venus à 3. L'un est resté près des chevaux pour qu'ils ne s'en aillent pas. Les 2 autres jetaient les corps sur la charrette. Ils ont jeté papa, puis maman. Mon père était mourant. L'un a fait « Il est bon, il n'en a pas pour très longtemps ». Mon père a fait un signe de la main et j'ai su que je devais me cacher. Dès qu'ils sont sortis, je suis partie. Qui pouvait savoir où j'étais passée, moi, la petite idiote. J'ai filé à 4 pattes et je suis restée cachée. Ils les avaient chargés comme des bottes de paille et ils avaient creusé un immense trou. Ils les ont amenés là et ils les ont jetés dedans, les vivants et les morts. I živih i mrtvih. Quand Staline dresse en 1937 le bilan des réalisations du socialisme, il se garde bien de mentionner ces aspects-là et leur prix. На наших фабриках и заводах работает весь капиталист. Работает труженик фабрики и заводов. Руководит фабриками и заводами
люди из народа. Это и называется у нас социализмом на деле. На наших полях работают труженики земли, без помещиков, без кулаков. Руководят этими работами люди из народа. Это и называется у нас социализмом в быту. L'ovation qui salue Staline est particulièrement longue. C'est, dit-on, que personne n'aurait voulu être vu comme le premier qui cessait d'applaudir. Il n'en reste pas moins que certains côtés du bilan frappent l'opinion. Un urbanisme moderne et monumental, la construction de villes nouvelles et de quartiers entiers, la mise en service du métro de Moscou, véritable palais souterrain où compte autant le luxe de la décoration que la performance technique. La vie quotidienne, à cette époque, se déroulait assez normalement, naturellement. Elle n'était pas tellement facile. La principale préoccupation était de se procurer quand même la nourriture nécessaire. Mais il n'y avait pas de magasin à disposition, alors on se tirait d'affaire comme on pouvait. Les rares magasins qui existaient encore, naturellement, ils étaient visités par des acquéreurs qui trouvaient ou n'y trouvaient pas ce qu'ils désiraient. Non, la vie était dure, elle était difficile. Jacques Rossi a 20 ans quand il commence à travailler pour les services soviétiques. En 1937, condamné au goulag, il restera 19 ans dans les camps de Sibérie. Je me souviens que à la gare de à la gare où j'arrivais, on voyageait surtout en train à cette époque-là. Il y avait deux amis à moi qui étaient déjà, c'était des Français qui étaient déjà là. Et j'arrive avec les deux malles qui étaient bourrés parce que je savais que j'y allais seulement pour quelques semaines et je savais qu'il y avait vraiment des manques, qu'on manquait de beaucoup de choses. Alors j'avais, vous savez, comme ça se fait normalement. Et quand je les vois, mes amis sur le quai, je me pose mes deux malles par terre, j'ouvre mes bras pour les recevoir, et mes amis ne se lancent pas dans mes bras, mais sur les malles. En me disant, excuse-nous, mais tu vois, on vole tellement vite ici. Alors on a rigolé parce qu'on comprenait que c'était la période passagère, que maintenant nous sommes en train de faire, d'arranger, comment dirais-je, le paradis sur terre, que c'est passager, ça va se changer. Les progrès matériels n'amènent aucun relâchement des contraintes. Au contraire, Staline perfectionne et pousse à un degré inconnu le contrôle policier pour prévenir toute opposition. Lui-même vit caché, presque modestement. Il se défie de tous, y compris de ses proches collaborateurs. Les uns après les autres, tous ses anciens compagnons qui avaient été associés à la transformation du pays seront liquidés. Parmi eux, Nicolas Boukharine avait contribué à l'accession de Staline au pouvoir, mais il s'était permis de le critiquer. Dans un premier temps, il est confiné dans son appartement du Kremlin avec sa jeune femme. Il reste un communiste loyal, même au moment de son arrestation. C'était terrifiant et tragique. Il s'est littéralement mis à genoux devant moi pour me demander pardon d'avoir ruiné ma vie. Il a dit que s'il avait pu imaginer que sa vie finirait comme ça, il m'aurait quitté et serait parti très loin. Et que quel que soit son amour, il l'aurait réprimé. Il m'a demandé de ne jamais oublier sa lettre, que l'on appelle maintenant son testament, et d'élever son fils en bolchevique. Voyez quelle force avaient ses convictions. Son destin est scellé dans un de ces procès, machine de propagande destinée à inspirer la peur et imposer l'obéissance. Ces procès sont un mélange de preuves truquées et d'accusations fallacieuses. Les prétendus aveux
sont arrachés par la torture et le chantage sur la famille des accusés. Les fonctionnaires et les journalistes dans la salle d'audience tiennent un rôle dans la sinistre pièce. Ainsi, Boris Yefimov, qui assista au procès de Boukharine en tant que caricaturiste, était persuadé de l'authenticité des aveux. Comment douter? Alors que j'avais moi-même entendu Boukharine déclarer très précisément et très habilement, car c'était un grand orateur, qu'il était un ennemi du pouvoir soviétique, qu'il avait projeté de le renverser, de donner l'Ukraine aux Allemands et la région de Vladivostok aux Japonais. Il a raconté toute sa trahison. Qu'est-ce que vous auriez dit à ma place si vous aviez entendu quelqu'un reconnaître tous ses crimes? C'était une sorte d'hypnose. Вся наша страна от малого до старого ждет и требует одного: изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять как поганых псов.